Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart for Change, sur les réseaux sociaux de Bismart for Change et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies ou aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous ferons le point sur la situation en Europe en matière de crypto-monnaies et notamment vis-à-vis des acteurs de crypto-monnaies ou crypto-actifs. Nous nous demanderons notamment où est-ce que nous en sommes de la réglementation MiCA qui est entrée en vigueur depuis le 1er janvier, mais aussi quel est le rapport qu'entretiennent les politiques en Europe et en France avec les cryptos. Nous en parlerons avec Laurent Envion, directeur innovation et directeur du développement de DLPK, mais aussi président de l'ADAN. Ce sera la première partie de l'émission. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à la gestion de patrimoine, à la gestion de fortune en France, donc sur le territoire français. Qu'en est-il de la vision d'UBS, banque privée de la France en matière de gestion de fortune et comment, lorsque l'on est entrepreneur, on peut aller vers des solutions de gestion de patrimoine. Nous poserons toutes ces questions à Johan Rivalan, directeur banque privée d'UBS France. Ce sera donc Enjeu Patrimoine, la deuxième partie de l'émission. Et puis nous finirons avec l'œil de l'expert, un œil de l'expert consacré là aussi au sujet entrepreneur. L'entrepreneur est-il un investisseur comme les autres? Ce sera la dernière partie de l'émission où nous aurons le plaisir de retrouver David Chappell, Head of Wealth Management and Family Wealth Solution chez Normanka. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et nous commençons tout de suite avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies ou aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et nous avons le plaisir de retrouver en plateau Laurent Envion. Bonjour Laurent Envion. Bonjour. Vous êtes directeur innovation et directeur du développement chez DLPK, mais vous êtes aussi président de l'ADAN, donc l'association qui défend les actifs numériques en France. Et alors, on va commencer tout de suite sur un sujet réglementaire, un sujet qu'on a beaucoup commenté dans cette émission, MiCA, en vigueur depuis le 1er janvier 2025. Beaucoup préparé depuis de nombreuses années, qui a pour vocation notamment pour permettre à tous les acteurs crypto en Europe de délivrer un agrément PSCA. On a connu avant ça les agréments PSAN. Là, on parle de PSCA pour pouvoir avoir une activité crypto en Europe, délivré par l'AMF, et à ce jour, on arrive vers la fin du mois de mars et on n'a toujours pas d'agrément délivré, Laurent Envion. On n'a toujours pas d'agrément délivré en France, effectivement. C'est la grosse déception, pour pas dire désillusion de ce début d'année. C'est vrai qu'en France, on avait vraiment un train d'avance depuis 2019 et la loi Pacte. MiCA a été largement inspiré des statuts PSAN, donc PSAN prestataire de services sur actifs numériques en France, qui deviendra avec MiCA prestataire de services en crypto-actifs avec l'agrément MiCA. Et c'est vrai qu'on a, nous, des acteurs, et on le voit au travers des adhérents de l'ADAN, des acteurs qui, depuis la loi Pacte, jouent le jeu de la France, de la compétitivité française et de la croissance en France, en se disant, non, je reste installé en France, je respecte les règles, je fais bien tout ce qu'on me dit de faire, même si ça coûte cher, même si c'est parfois un peu incohérent, même si c'est parfois... Mais je comprends la vision qui est partagée de la part du régulateur, c'est-à-dire d'avoir un environnement qui soit parfaitement cadré et qui rassure à la fois évidemment les investisseurs, mais également les partenaires institutionnels avec lesquels les différents acteurs pourront travailler. Sachant que la France, une fois n'est pas coutume, avait la réglementation quand même la plus dure sur le sujet, du moins... la plus claire. Alors, la plus claire. Ah, la plus dure, oui, bien sûr. Dur, ça c'est... on peut le regarder sous différents angles, mais en tout cas, c'était parfaitement clair. Et c'est aussi cette réglementation qui a permis d'attirer en France des acteurs étrangers, comme Coinbase, comme Circle, comme un certain nombre d'acteurs qui se sont dit, non, moi je vais venir dans le pays où la réglementation est la plus claire, comme ça je vais pouvoir commencer à me développer et assez rapidement derrière j'aurai mon agrément MiCA et je pourrai donc avec le principe de passeport européen opérer dans l'ensemble de l'Europe. Et on est fin mars et toujours rien. Donc quand on est agréé PSAN, c'était pas finalement l'assurance d'avoir dès le lendemain un agrément MiCA ou PSCA, quoi. C'est ce qu'on pensait. Alors on peut néanmoins se poser la question de se dire mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Alors on peut regarder aussi ce qui s'est passé en Europe, parce que si aucun pays européen n'avait délivré d'agrément, on se dirait finalement c'est juste le un temps. Petit retard. Un petit retard. Mais on a eu des acteurs agréés à Malte,
Alors, quand on dit ça, ça prête à sourire en disant oui, mais Malte, non, je suis désolé, Malte, c'est un État européen qui a la même réglementation européenne. Qui applique d'accord. Qui applique exactement la même chose. Et donc, on a des acteurs qui ont été agréés là-bas, des acteurs qui ont été agréés aux Pays-Bas. Pays-Bas, en termes de place financière, ça fait un petit peu moins Bien sûr, sourire. En Allemagne. Et je ne pense pas que les Allemands soient connus pour leur laxisme à l'égard des réglementations européennes, et puis également dans les pays baltes. Donc quand on se compare, on se dit mais il n'y a pas de raison. Je ne crois pas que les autorités françaises, que ce soit l'AMF et la CPR, aient plus de difficultés à interpréter, à lire, à regarder, à appliquer les textes et donc à délivrer des agréments. Donc c'est un sujet, on a interpellé les autorités déjà. Il y a eu des réponses, des communications sur le sujet ? On doit se rencontrer pour discuter et essayer de comprendre et voir peut-être qu'il y a quelque chose de notre côté que nous n'avons pas compris dans le dépôt de nos dossiers, mais dans ce cas-là, il faut nous l'expliquer et on adaptera. Mais c'est effectivement une des surprises et déceptions de ce début d'année. Si on avance sur un autre sujet, mais qui est lié quand même à ce premier sujet, sur le rapport des politiques en Europe et en France aux crypto-monnaies ou aux crypto-actifs, si je vous pose cette question, c'est qu'on voit que outre-Atlantique, depuis la campagne présidentielle, mais encore plus depuis l'investiture du nouveau président américain, on voit quand même les relations entre le secteur crypto et le politique aux États-Unis se réchauffer, voire on a même des annonces de réserves stratégiques dans plusieurs crypto-monnaies. Alors on est du domaine de l'annonce encore aujourd'hui, mais en tout cas l'annonce a été faite par le président américain. En Europe et en France, les politiques ont-ils changé leur relation vis-à-vis des crypto-monnaies, en plus dans le cadre d'un cadre réglementaire clair à l'heure actuelle ? Ouais, là aussi ça bouge et ça bouge de manière plutôt positive et intéressante. Ce qu'il faut aussi comprendre au niveau français, c'est que on va avoir une séquence dans les 2 ans qui viennent. On peut imaginer qu'il y aura des élections législatives cette année. Enfin, il n'y a pas de certitude, mais on peut supposer que c'est un scénario qu'il faut avoir. Un scénario possible. Voilà. Donc il y aurait une séquence d'élections législatives en 2025, municipales en 2026, présidentielles en 2027. Donc il y a effectivement une séquence et les différents candidats commence, alors de manière off, c'est-à-dire sans forcément se dévoiler, à nous solliciter, que ce soit l'ADAN ou certains acteurs, pour comprendre d'abord ce qu'est ce secteur d'activité, quel est son positionnement, quelles peuvent être les questions de souveraineté, de compétitivité, de croissance sur nos sujets, et puis d'essayer de comprendre finalement, au-delà de tous les poncifs qui sont relayés aussi par un certain nombre de politiques, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. C'est ce que j'allais dire, ça veut dire qu'en 2025, pour un certain nombre de politiques, Bitcoin, c'est plus le financement du terrorisme, c'est un secteur d'activité dont il faut s'intéresser pour essayer de comprendre et quels sont les tenants et les aboutissements. C'est ça, et c'est aussi de vraies interrogations sur les opportunités que peut rencontrer Bitcoin, parce que on est en train de passer, et c'est ça qui est très intéressant, effectivement des actifs numériques et particulièrement Bitcoin qui était mis au banc avec tout ce que vous venez de citer, je ne vais pas le redire, à finalement Bitcoin, c'est peut-être une opportunité pour EDF de mieux faire tourner ses centrales et de financer une partie de ses activités en minant du Bitcoin. Bitcoin, c'est peut-être l'opportunité, si ce n'est une réserve stratégique, en tout cas, d'avoir une réserve de valeur déflationniste qui, par rapport à de la monnaie fiat, à l'euro, puisse créer de la valeur sur le long terme. Et puis, c'est aussi derrière ça un secteur d'activité avec l'ensemble des acteurs. PSAN, il y en a 120 en France, c'est pas négligeable quand même. 120 sociétés sur un acteur, et en Europe, et une adoption non démentie d'un certain nombre d'épargnants. Exactement. Et quand on parle de PSAN, on parle de 120 PSAN, mais vous avez tous les acteurs qui tournent autour de ces notions de Web3 ou de crypto qui sont bien plus importants. Mais là, vous nous avez cité par exemple 2 cas concrets, que ce soit effectivement le sujet avec EDF ou autre. Ça veut dire que c'est des solutions qui sont évoquées concrètement, peut-être pas avec les acteurs, mais en tout cas, là, si on parle des décideurs politiques, on voit un usage potentiellement. Les discussions vont jusqu'à des usages concrets aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez des politiques qui se sont clairement, en visite à Fessenheim, qui se sont clairement exprimés. Oui, bien sûr, ça on a vu. Sur bien sûr. Voilà. Après, mais il y a la communication et les discussions qu'on peut avoir en off avec un certain nombre d'acteurs. Dans les discussions qu'on a en off, ce qu'on réalise nous, c'est qu'effectivement les
le discours qui est tenu, les explications qui sont données au regard de ce qu'est Bitcoin, de ce qu'est le principe de minage, et puis les fiches que nous produisons parce qu'on nous en demande, on se rend compte que ça finit quand même par arriver sur les bureaux. Et ça finit par être lu avec un réel intérêt et non pas utilisé pour discréditer à la fois Bitcoin et puis peut-être les acteurs de marché par la même occasion. Et de fait, à partir du moment où vous avez une famille ou une couleur politique qui s'exprime sur un sujet, l'ensemble de la classe politique est un peu tenue de se positionner. Côté de la DAN, on est évidemment, et Bitcoin est totalement apolitique. On n'a pas de sujet et de préférence par rapport à ça. Là où nous serons extrêmement attentifs, c'est sur l'honnêteté intellectuelle avec laquelle sera traité nos sujets. Et si on pouvait éviter la récupération politique, de toute façon, quel que soit le sujet, la récupération politique fait rarement avancer le débat, ce sera effectivement intéressant. Et donc, ce sont des sujets qu'on discute avec de plus en plus d'acteurs politiques, de toute étiquette, de tous bords, et je trouve ça extrêmement intéressant. Et certains, et Clara Chapaz dans son interview l'a précisé également, nous disent oui, c'est quand même étonnant qu'après tout le travail qui a été fait, on n'ait toujours pas d'acteurs qui soient agréés en France. Pour revenir sur le sujet. Pour revenir sur le sujet précédent, effectivement, vous nous tenez au courant, effectivement, des avancées. Grand plaisir. Je pense que vous serez au courant. Le premier agrément, je pense qu'il y aura un petit peu de communication. On sera au courant, effectivement. Merci beaucoup, Laurent Vion, de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directeur innovation et directeur du développement chez DLPK, mais aussi président de l'ADAN. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Merci à vous. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un Enjeu Patrimoine où nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau Johan Rivalan, directeur banque privée chez UBS France. Bonjour Johan Rivalan. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. On va essayer de comprendre ensemble quelle est la vision de UBS France vis-à-vis du marché français lorsqu'on parle de gestion de fortune, mais peut-être aussi comprendre, vous allez peut-être nous aider à décrypter un petit peu quelles sont les convictions qu'on peut avoir dans ce contexte économique mouvant. Est-ce que ça change d'ailleurs la manière qu'on peut avoir de gérer son patrimoine ou est-ce qu'on reste proche de ses convictions long terme? Mais peut-être pour commencer, c'est la première fois que vous venez sur le plateau de Smart Patrimoine. UBS banque privée, si on devait la présenter en une phrase, l'activité de banque privée classique, mais est-ce qu'il y a des spécificités particulières? Écoutez, déjà, merci Nicolas de cette invitation et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Alors effectivement, UBS, c'est la plus grande banque de gestion de fortune au monde, avec, je le rappelle, avec l'acquisition de Crédit Suisse, 6 000 milliards d'actifs gérés dans le monde entier. Bien sûr. Effectivement, j'ai l'honneur de diriger les activités de banque privée pour UBS en France, ce qui représente en quelques chiffres 500 collaborateurs en France, à Paris, mais aussi dans les régions, et puis une couverture de l'ensemble des clients, notamment le segment qu'on appelle high net worth et le segment ultra high net worth. On a un projet très très clair, effectivement, c'est devenir la première banque privée européenne en France. D'accord, en France, européenne, mais à partir de la France, c'est ça? Absolument, c'est vrai qu'on a donc l'entité en France, vous savez qu'on a des entités partout dans le monde, on couvre l'Asie, les États-Unis, bien sûr, oui. L'Europe domestique, évidemment on a le siège qui est en Suisse, mais en France, donc je disais, des équipes qui sont sur le terrain et qui font l'interface avec les entrepreneurs qui sont à Paris, mais aussi dans les régions, et j'insiste sur cette présence dans les régions qui est absolument clé pour nous. Les entrepreneurs, on va y revenir, mais juste avant, pourquoi la France ? Si l'ambition est d'être en Europe, vous auriez pu choisir un autre pays. Pourquoi la France pour les sujets gestion de patrimoine et gestion de fortune? Absolument. Mais la France, c'est un marché stratégique. Si je dois donner quelques chiffres, est-ce que tout le monde sait qu'il y a plus de 50 milliardaires en France? Est-ce que tout le monde sait qu'il y a plus de 200 familles, voire 500 familles qui ont plus de 200 millions d'euros de patrimoine en France? C'est énorme. En fait, le marché de la gestion de fortune est immense en France et il est stratégique pour UBS. Et le traiter depuis les autres pays, c'est pas la bonne solution. La solution qu'on a choisie, c'est d'être sur le terrain. Sans vouloir vous piéger, le sujet fiscalité est quand même assez revenu sur le devant de la scène depuis un an et demi. Ça n'a pas remis en cause les convictions qu'on peut avoir vis-à-vis du marché français quand on voit effectivement, pas forcément dans les décisions, mais dans les discussions avant décision, des formations politiques vouloir accélérer sur le sujet fiscalité et notamment vis-à-vis des grandes fortunes. Alors c'est vrai qu'on a eu un tas de changements en France ces derniers mois. Il faut raisonner au niveau du groupe et il faut raisonner à l'espace de dizaines d'années d'une stratégie mondiale. C'est vrai qu'on a l'avantage avec le groupe de voir ce qui se passe dans tous les pays, en Europe, en France, mais aussi dans tous les pays. Et c'est vrai que ces changements de fiscalité, de cadre réglementaire, en fait, arrivent régulièrement un peu partout. Et donc, on a la hauteur de vue pour encaisser, raisonner de façon stratégique et accompagner nos clients à travers les générations. Donc, oui, il y a eu cette question, mais en réalité, il faut voir un peu plus loin que tout ça. D'accord. Donc, finalement, en fait, un changement de fiscalité sur 1 an, 2 ans, voire même 5 ans, ça ne change pas une vision de long terme sur un marché et sur une stratégie, si je comprends bien. Absolument. On est là pour longtemps. On a réinvesti massivement.
Exemple illustratif, on a investi des nouveaux bâtiments magnifiques qui sont à côté de l'Elysée. On s'est engagé à 9 ans dans ce bâtiment. Donc effectivement, le marché est stratégique et on va accompagner nos clients pour les prochaines générations. UBS Banque Privée cible donc évidemment les grandes fortunes, mais aussi les entrepreneurs, avec notamment les entrepreneurs qui réalisent des cessions d'activités. Je crois que vous avez même un pôle M&A, si je ne dis pas de bêtises, comme ça vous accompagnez de bout en bout. Quand vous discutez avec ces fameux entrepreneurs, je sais que vous avez une vision long terme, que le court terme n'influe pas forcément la conviction de long terme, mais est-ce que les craintes, les inquiétudes, les questions de ceux qui doivent placer leur argent ont changé par rapport à il y a 2-3 ans ? Les questions sont toujours les mêmes, donc ça n'a pas changé. Effectivement, tout le monde se pose des questions. Maintenant, dans les différents segments de clientèle que vous avez évoqués, les stratégies sont différentes. D'accord. En entrepreneur, surtout, l'important, c'est d'avoir un cadre clair, stable. Donc, c'est pas tant les conséquences que l'incertitude de ces derniers mois qui a posé des questions. D'accord. Et maintenant, l'incertitude est en train de progressivement diminuer. Donc les entrepreneurs, il faut le savoir, l'outil productif est en France, les talents sont français, ils ont un attachement au pays, donc les questions, une fois qu'elles sont passées, restent là et continuent à investir. Bien sûr. Donc le terroir, le territoire local sont extrêmement importants, et je parlais des régions, ça se passe un peu partout, et la dynamique à ce niveau-là est très forte en fait, très très forte. Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs en région que vous accompagnez ou que vous souhaitez accompagner, si je comprends bien. Oui, et vous parliez d'ailleurs de notre équipe M&A Midcap, qui est présente à Paris, qui va couvrir les entrepreneurs dans les régions pour leur session. Et c'est là qu'on voit que les cycles financiers jouent sur les large caps, mais au niveau des petites entreprises, petites et moyennes entreprises, les cycles sont différents. Bien sûr. Et donc on a toujours des entreprises qui sont florissantes, des entrepreneurs à succès, qui sont prêts à céder tout ou partie à des fonds, à des investisseurs stratégiques. Donc cette dynamique, elle est là. Et c'est vrai que j'insiste beaucoup sur les régions, parce qu'on a des bureaux qui sont à Bordeaux, qui sont à Lyon, qui sont à Strasbourg, et ça nous permet d'accompagner les entrepreneurs sur le terrain. Et ça, c'est vraiment important. On va peut-être insister là-dessus. Effectivement, quand on est entrepreneur et qu'on veut céder son entreprise et qu'on doit réfléchir mécaniquement, forcément, à des sujets de gestion de patrimoine. Je reviens sur le sujet questionnement, inquiétude. Il est sur où est-ce que je vais investir mon argent, ou déjà sur comment est-ce que je gère la cession de mon entreprise dans le contexte de marché actuel. Et vous avez tout à fait raison. Le cycle important, et c'est le cycle vertueux, c'est d'être accompagné très très tôt. Très très tôt, et c'est même pas tant l'accompagnement M&A que l'accompagnement d'ingénierie patrimoniale, tout ce qui est fiscalité. D'accord. On parlait de cadre réglementaire et fiscal. Vous avez vu que pour l'instant, le pacte Dutreil n'a pas été amendé d'une façon ou d'une autre. Mais ça a été mentionné, donc ça l'a remis sur le devant de la scène. Ça l'a remis sur le devant de la scène, et donc c'est un outil qui est extrêmement important pour les entrepreneurs au moment d'une cession potentielle, de réfléchir très en amont avec nos équipes d'ingénierie patrimoniale, puis ensuite avec nos équipes de M&A, comment céder, à qui. Et c'est là où l'atout d'UBS, c'est de pouvoir présenter un acheteur japonais, un acheteur chinois, américain, en plus du paysage français ou européen. Et ensuite, évidemment, là, on va avoir différents types d'entrepreneurs. Celui qui veut absolument rester dans l'entrepreneuriat et donc va réinvestir dans des boîtes, dans les marchés privés, on a toute une offre là-dessus, ou celui qui veut faire autre chose de sa vie. Début 2025, on a vu le contexte économique évoluer avec un changement de présidence aux États-Unis, des marchés actions qui commencent à marquer le pas depuis quelques semaines. Est-ce que est-ce que vos convictions ont changé ? Quelles sont vos convictions économiques en 2025, que ce soit en matière d'investissement ou d'allocation ? Alors, nos convictions n'ont pas changé dans le sens où on voit pour nos clients, et on revient à nos clients, une gestion du patrimoine à travers les générations. Donc, à travers les générations, c'est du temps long. Et donc là, je fais référence à notre modèle qui s'appelle les 3L, Liquidity, Longevity, Legacy. D'accord. Et donc d'abord, on essaie de comprendre quel est le cahier des charges de nos clients. Quand nos clients sont investis pour les générations à venir, évidemment, ce qui se passe sur 3 mois, 6 mois a peu d'importance. Ce qui compte, c'est l'allocation globale du portefeuille. Pour des investisseurs plus tactiques, bien évidemment, là, on fait quand même très attention au call tactique. On reste très confiant sur les États-Unis. D'accord. La croissance ralentit, va ralentir, mais on reste très confiant sur les États-Unis et on profite plutôt de la phase actuelle pour réinvestir. D'accord. Sur l'Europe, on a le secteur évidemment. Pas de signal, pas de mauvais signal selon vous sur ces dernières semaines sur les marchés américains. C'est plutôt le moment effectivement de se repositionner. Il y a des interrogations, il y a des droits de douane qui apparaissent et disparaissent au gré de chaque matin. Qui sont évoqués plus que mis en application. Oui, qu'est-ce que ça crée ? Ça crée de la volatilité. Ce qu'il faut regarder, c'est les entreprises derrière. On reste très confiant sur les entreprises aux États-Unis et on voit plutôt la volatilité actuelle comme une occasion de tactiquement réinvestir sur certaines sociétés. Et d'ailleurs, nos gérants, et c'est pour ça qu'en général, nos clients délèguent une partie de la gestion à des professionnels des marchés qui sont moins sensibles justement aux humeurs de chaque matin et investissent de façon tactique sur les portefeuilles.
portefeuille. Donc sur les États-Unis, on reste très constructif. Sur l'Europe, avec ce qui a été décidé sur l'industrie de la défense, Bien sûr. on va plutôt réinvestir de façon stratégique sur les industries, l'aérospatiale, la défense. Donc plutôt positif sur ces thèmes-là. Sur l'échange, on fait plus attention. Là aussi, les désynchronisations ou resynchronisations de banques centrales font que les taux bougent beaucoup. Donc les changes sont très volatiles. Et on reste très persuadé qu'avoir de l'or dans les portefeuilles, c'est très important. D'accord. L'or, effectivement, ça c'est une conviction que vous aviez déjà avant ou c'est une conviction qui s'est renforcée récemment et qui reste permanente dans les portefeuilles pour nos clients, encore une fois, en termes de diversification. Je n'ai pas parlé des marchés privés. Les marchés privés, c'est clé dans une allocation. Et là, on reste persuadé qu'il faut en avoir 10-20% selon le profil d'investissement. Et quand je parle de marché privé, c'est la dette privée, Bien sûr. les infrastructures. On revient positif sur l'immobilier. D'accord. Donc ça, c'est à noter. C'est récent. Mars 2025, vous revenez positif sur l'immobilier. Absolument. On pense que c'est le moment de regarder l'immobilier, notamment tout ce qui est logistique, data center et tout ce qui est au niveau de l'immobilier résidentiel collectif. D'accord, parce que effectivement là on revient dans un contexte de taux et de marché un peu plus intéressant et donc c'est le moment de se repositionner selon vous sur l'immobilier d'investissement pour le coup. L'immobilier d'investissement, alors il faut des actifs de qualité dans des zones géographiques de qualité, mais l'offre est toujours assez restreinte et la demande d'investissement est là. Le sujet private equity, dette privée, capitaux privés, vous l'avez vu monter en puissance, vous, ces dernières années, comme on peut le voir vis-à-vis des investisseurs particuliers, ou dans le monde de la gestion de fortune, finalement, on était déjà suffisamment mature sur le sujet? On l'a vu monter très significativement depuis quelques années. D'accord. On a développé cette offre chez UBS en France depuis 5 ans, pour donner un chiffre. Ça a monté très progressivement, ça s'est accéléré fortement l'année dernière. Et il faut voir que chez UBS, je reviens au chiffre du départ, on a 6 000 milliards d'actifs. On a plus de 150 milliards qui sont investis sur les marchés privés. Et donc, en fait, on est un acheteur, si vous voulez, un supermarché, une centrale d'achat incroyable pour tous les gérants d'actifs qui viennent tous nous voir et qui nous permettent de proposer à nos clients tous les fonds. D'accord. Là où des accès sont extrêmement difficiles à avoir, à des tarifs extrêmement compétitifs. Donc, on a la lame de fond sur les marchés privés qui concerne tout le monde. Et en plus, chez UBS, on adresse vraiment des produits de qualité à des prix compétitifs. Et donc, certains clients ont simplement une allocation sur les actifs privés dans leur allocation globale. Certaines très grandes familles viennent uniquement chez nous pour les marchés privés. D'accord. Et alors, pour conclure sur... alors, encore une fois, on parle du long terme, mais sur le court, moyen, long terme, vous restez optimiste sur la stratégie un peu globale, le contexte économique et en tout cas l'impact que ça pourrait avoir pour des gestions de patrimonial ou des gestions de fortune? Oui, on s'attend à de la volatilité cette année, c'est évident. Mais comme on raisonne sur 5 ans, sur 10 ans, évidemment, on reste constructif. Et quand vous regardez derrière, sur les 50 dernières années, qu'est-ce qui a bien performé? Des allocations diversifiées avec une touche action, une diversification géographique. Et donc, on reste tout à fait convaincu qu'il faut rester investi. D'accord, et il faut mais savoir diversifier gérer la volatilité. Investi, diversifié et confier la gestion à des professionnels du patrimoine. Merci beaucoup, Johan Rivalan, de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directeur banque privée chez UBS France. Merci beaucoup. Merci, Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert. Et nous finissons cette émission comme d'habitude avec l'œil de l'expert où nous avons le plaisir d'accueillir en plateau David Chappell. Bonjour David Chappell. Bonjour. Vous êtes Head of Wealth Management and Family Wealth Solutions chez Norman Kay. Et avec vous, on va se demander si l'entrepreneur est un investisseur comme les autres. D'ailleurs, on peut se poser la question directement. L'entrepreneur qui veut céder son entreprise, est-il un investisseur comme les autres, David Chappell? Alors, ce n'est pas un investisseur comme les autres, parce que l'entrepreneur qui cède son entreprise, c'est une opération stratégique. D'accord. En général, c'est le fruit de plusieurs années, voire de dizaines d'années de travail qu'il réalise. Et il va devoir se poser la question de comment gérer ce patrimoine qui est en fait un cash event. Bien sûr. Pour lui. Il va devoir... Voire même le cash event de sa vie professionnelle à cet instant-là. Pour beaucoup. Et donc, on a une dimension aussi de sécurisation de ce capital-là qui va venir prendre le relais de l'outil professionnel avec un certain nombre d'enjeux qui vont devoir être adressés. Quel conseil vous pourriez donner à un entrepreneur justement qui fait face à ce moment si particulier dans la vie d'un chef d'entreprise? Alors, un des premiers conseils, c'est de s'entourer pour pouvoir anticiper et planifier l'opération de cession, puisqu'il y a un avant
après. Et la cession de l'outil professionnel, c'est aussi une nouvelle page qui s'ouvre pour lui. Et il va avoir à gérer une nouvelle entreprise, qui est son patrimoine, avec des enjeux qui sont différents. Et il va faire face à des enjeux qu'il n'a pas forcément connus auparavant, puisque quand il était dirigeant de son entreprise, il pilotait son entreprise avec une totale maîtrise de son outil professionnel. Là, il va devoir adresser des enjeux familiaux aussi. Bien sûr. Sur l'entreprise, ça a aussi un impact sur le patrimoine global dont fait partie l'entreprise, sur la sécurisation de ce capital, sur la capacité à couvrir des besoins de trésorerie, puisque ces sources de revenus procurées par son entreprise vont devoir être retrouvées dans le patrimoine de demain. Et donc, ce n'est pas un investisseur comme les autres. Est-ce qu'on change d'horizon de temps quand on passe de la gestion de son entreprise à la gestion de son patrimoine? Ou est-ce qu'on garde cet horizon court terme liquidité, cet horizon long terme stratégie? Alors, justement, il faut avoir anticipé la stratégie, la feuille de route à mettre en place. Et un des conseils, c'est également de s'entourer pour pouvoir avoir un pilotage stratégique. On va avoir finalement un mix entre une stratégie court terme qui va suivre la cession de l'entreprise et puis une stratégie plus long terme qui va relever de la planification, par exemple successorale, qui va relever de la gouvernance familiale et de l'ensemble des objectifs qu'on va se fixer et qui vont finalement dessiner la trajectoire et conditionner les différentes étapes à mettre en place postérieurement à la cession. Parmi les enjeux qui sont identifiés alors par la personne qui accompagne l'entrepreneur ou par l'entrepreneur directement, c'est quoi? C'est la transmission qui intervient en premier lieu ou c'est le sujet? Non, la transmission, c'est un élément très important pour la plupart, effectivement. Mais ce qui revient dans un premier temps, c'est la sécurisation de la cession de l'entreprise, du capital que je retire en ayant cédé mon entreprise. Et comment finalement, demain, je deviens dirigeant de mon patrimoine. C'est beaucoup de pédagogie parce qu'il y a un nombre important de thématiques auxquelles le dirigeant n'était pas confronté et qu'il va devoir appréhender en faisant confiance et en s'entourant d'expertises complémentaires qui vont pouvoir lui permettre de prendre des décisions comme il le faisait dans son entreprise, mais pour son patrimoine et pour sa famille. Donc il y a une notion de responsabilité très très importante. Est-ce que vous constatez des biais particuliers quand on est entrepreneur, qu'on a créé une entreprise par exemple? Est-ce qu'on a envie d'investir particulièrement dans des entreprises, que ce soit côté ou non côté, ou au contraire on a envie d'aller sécuriser comme on a pris des risques sur les premières années de sa vie professionnelle? Vous avez raison, c'est un sujet qui revient souvent puisque finalement le chef d'entreprise a fait du private equity sur un seul actif et une grande partie de sa vie en général. Donc il va vouloir quand même pour une grande partie sécuriser ce succès-là. Et son enjeu, c'est de transformer un succès entrepreneurial en réussite patrimoniale. Oui, bien sûr. Et ça enrôle aussi la responsabilité vis-à-vis de sa famille et vis-à-vis de la trajectoire qu'il veut aborder en fonction des objectifs qu'il s'est fixés. Mais on a toujours cette notion de souhaiter investir dans de l'économie réelle, dans des entreprises, donc de faire du private equity, de faire de la dette privée, d'avoir une allocation d'actifs diversifiée, parce que ça fait partie aussi de la sécurisation du patrimoine. Mais on a quand même, comme je le disais, une responsabilité de devoir sécuriser le fruit de la cession de son outil de travail. Et le sujet liquidité devient aussi un sujet primordial aussi pour continuer à vivre après la cession de son entreprise. Exactement. Et ça s'anticipe et c'est également un élément sur lequel le dirigeant est très attentif. Merci beaucoup David Chappell de nous avoir accompagnés dans l'œil de l'expert. Je rappelle que vous êtes Head of Wealth Management and Family Wealth Solutions chez Norman Kay. Merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et je vous dis à très vite sur Be Smart for Change.